Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. Introduction à la méthode de recherche APPLIQUEE en sciences CONOMIQUES et sociales. Mots-clés, connaissances, méthode d'approche recherche appliquée, recherche fondamentale, sciences sociales, sciences économiques, allocation efficace des ressources rares. Le présent manuel se voudrait avant tout un outil de travail pour tous ceux qui souhaiteraient s'initier à la conduite d'une recherche, notamment à la méthode dite appliquée, ou conduire une étude avec pour objectif de résoudre un problème social. La recherche a pour objectif essentiel d'approcher la connaissance. Or, celle-ci n'est ni facile à acquérir, ni à accepter, par une voie considérée comme unique ou universelle. La recherche scientifique, depuis la révolution industrielle, a consacré la connaissance scientifique comme l'approche universellement reconnue pour mieux aider à l'accumulation des connaissances. Dès lors, toute approche de cette connaissance, quelle que soit la discipline d'étude ou le lieu de la recherche, tente avant tout d'observer de grands principes qui sous-tendent toute démarche scientifique, notamment la rigueur dans la méthode d'approche. La quête de la connaissance apparaît donc comme une préoccupation universelle. La démarche pour la réaliser peut varier d'une science sociale à une autre, même si elles tentent toutes de respecter la rigueur scientifique. La science économique, par rapport aux autres sciences sociales, présente quelques particularités que ce manuel n'aborde pas, dans la mesure où d'excellents ouvrages et articles le font déjà. Le contexte dans lequel évolue la recherche scientifique en Afrique présente également des particularités qui méritent d'être prises en compte si on doit respecter le contexte dans lequel la recherche est conduite. Il s'agit de mettre en exergue, si besoin est, les spécificités du continent auxquelles il faudrait accorder une attention particulière pour pouvoir se conformer aux exigences de l'approche scientifique. Les méthodes appliquées par la recherche en sciences économiques et sociales se distinguent de la méthodologie économique, laquelle apparaît avant tout comme une branche de la méthodologie de la science. Enfin, la méthode de recherche en sciences économiques et sociales a développé au cours de ces récentes années un ensemble d'approches de conduite de l'investigation scientifique et d'instruments d'analyse de données de la recherche que tout chercheur se doit de maîtriser, ou à tout le moins ne pas en ignorer l'existence. Ce chapitre introductif a pour objet de poser dans ses grandes lignes le problème de la connaissance, 1.1, tel qu'il se présente dans le contexte africain, 1.2, et d'indiquer de façon schématique les principales approches de la connaissance, 1.3. Enfin, il est fait une présentation rapide à la fin de ce chapitre des principales méthodes de raisonnement et d'analyse de données en sciences sociales, 1.4. 1.1. Le problème de la connaissance et la nécessité de la conduite de la recherche. La recherche de la connaissance par les peuples s'est toujours imposée comme un impératif de survie dans toutes les sociétés et dans toutes les régions du monde, à travers le temps. L'approche de la connaissance peut se faire par l'accumulation d'une somme d'expériences, par la conduite de recherche ou par des études ponctuelles sur un sujet. Ainsi l'étude se distingue-t-elle de la recherche par sa nature très appliquée à la quête de solutions à un problème posé. Elle ne sera donc pas souvent exhaustive, et ne s'attardera pas sur les considérations théoriques. En revanche, la conduite de la recherche présente des exigences particulières qui seront exposées avec plus de détails au cours des prochains chapitres. On peut cependant affirmer d'ores et déjà que la recherche, en général, visera l'accumulation de la connaissance en vue d'améliorer le bien-être de l'humanité, dans le court, moyen ou long terme. 1.1. La quête de la connaissance par les sociétés. La quête de la connaissance et de la richesse matérielle est au centre des préoccupations des hommes et motive toutes les explorations passées ou projetées. Les expéditions pour explorer des contrées traditionnellement inconnues sont motivées tant par des considérations matérielles, recherche de pierres ou d'étoffes précieuses, acquisition de biens ayant des attributs particuliers, que du souci de démontrer une expérience unique vécue par l'individu ou par le groupe social. Ainsi, les voyages sur la Lune ou les expéditions sur la planète Mars aujourd'hui obéissent aux mêmes considérations. La problématique de la connaissance a toujours été au centre de débats tant au niveau des philosophes qu'à celui des grands auteurs des sciences sociales. Il n'est pas aisé de définir le concept de connaissance, tant il englobe des notions aussi diverses que la somme des expériences acquises,
la perception ou la réflexion sur cette réalité, et même l'intuition. Les philosophes de la science tels que Kuhn 1970, Lakatos et Musgrave 1970, Popper 1972 et d'autres ne s'accordent pas toujours sur ce que constitue la connaissance ou même sur ce que sont les moyens les plus appropriés pour l'approcher. Quelques grands traits de ce débat sont examinés au chapitre suivant. Dans la perspective de ce manuel, le problème de la connaissance se pose également en termes d'actualité et de nécessités objectives, parce qu'il porte sur des préoccupations quotidiennes des populations africaines vivant dans des conditions matérielles et humaines considérées comme inacceptables par tous. Approcher la connaissance, dans le contexte africain, revient dès lors à mieux explorer la réalité qui entoure ces populations africaines, afin de la maîtriser et d'en tirer des règles permettant de faire avancer la recherche de solutions durables pour plusieurs générations. La connaissance en Afrique traditionnelle, nous enseignent les ethnosociologues, a pris des formes variées et souvent très sophistiquées. Tout en évitant les débats sur l'antériorité de la connaissance nègre, Cheikh Anta Diop, 1972, il est permis de constater à l'observation des sociétés traditionnelles africaines aujourd'hui, que les 4 grandes formes d'approche de la connaissance, approche autoritaire, approche mystique, approche logique et approche scientifique, y ont toujours coexisté, dépendant de la nécessité ou des impératifs de l'époque. Ces sociétés ont pu survivre après, et au cours de leur rapport avec les sociétés européennes ou asiatiques, parce qu'elles renfermaient en elles des capacités pour accumuler et disséminer les diverses formes de connaissances. L'observation aujourd'hui des sociétés secrètes ou des sessions de formation dans les groupes initiatiques d'âge ou dans les clans, permet de savoir que les connaissances acquises au travers des expériences des générations précédentes, ont pu être préservées et enseignées. Le défaut majeur de cette dernière forme d'approche traditionnelle de la connaissance réside dans la manière de l'accumuler et dans le mode de transmission souvent orale, méthode jugée aujourd'hui risquée et difficile à préserver. 1.1.2. La nécessité de l'accumulation de la connaissance pour les États modernes. En Afrique, on explique aujourd'hui, en partie, le retard accusé par la plupart des États dans leur développement économique et social, par le peu de moyens matériels et financiers mis à la disposition des populations, mais surtout par l'insuffisance de la maîtrise des techniques et des technologies pouvant transformer le milieu de vie de ces populations. La maîtrise de la connaissance se fait désormais grâce à l'éducation formelle ou informelle. Les investissements réalisés dans ce domaine dépassent dans la plupart des États africains 15% des budgets nationaux, ce qui dénote une prise de conscience de la nécessité d'accumuler ce type de connaissances modernes pour améliorer le bien-être des populations. La connaissance, pour se développer et être utile pour la transformation de la société, doit être accumulée et diffusée dans des formes particulières. L'objet des études ou de la recherche est d'identifier ces formes d'accumulation de la connaissance, universellement reconnues. Il est par ailleurs établi qu'il existe une relation entre les ressources matérielles et humaines consacrées à la recherche et le niveau de développement des peuples. Ainsi, les pays développés consacrent-ils au moins 8% de leur PIB à la recherche, alors que les États de l'Afrique subsaharienne n'en dégagent en moyenne que 1%. Le personnel affecté à la recherche constitue un indicateur d'acquisition de la connaissance par les États. Ainsi, la France, par exemple, disposait de 9 personnels scientifiques et techniques, PST, pour 1000 habitants actifs, les États-Unis, 6 et l'Afrique subsaharienne, 0,1 PST, selon des statistiques de la fin des années 1980 de la Banque mondiale. L'accumulation moderne des connaissances s'impose donc aujourd'hui à tous les États modernes, surtout à ceux qui ont accusé un retard dans leur développement. Une question préalable demeure, qu'entend-on par recherche ou par étude ? La recherche s'impose à nous lorsqu'il y a une situation problématique, et les solutions proposées n'apparaissent pas évidentes ou font l'objet de débats. Quand cette situation problématique porte sur des choses matérielles ou appliquées, on parle de recherche appliquée. Quand cette recherche appliquée porte sur un domaine limité avec des solutions pratiques à trouver, on parle d'études. Dans les autres cas, il s'agit d'une recherche dite pure ou fondamentale. Nous verrons par la suite que ces distinctions pourraient être factices dans la mesure où la recherche théorique se nourrit de faits, et celle dite appliquée de soubassement théorique. Quelle que soit la forme de la recherche adoptée,
Il s'agit d'organiser des données sur des phénomènes naturels ou sociaux, afin d'en discerner des relations hypothétiques qui peuvent être vérifiées à tout moment et servir à résoudre des problèmes préalablement identifiés. La recherche en sciences sociales se distingue de la recherche en sciences expérimentales en ce que dans le premier cas, l'objet est l'étude de la relation ou du comportement des humains, alors que la science expérimentale porte essentiellement sur l'homme ou sur les objets matériels en tant que champ d'étude. Toute recherche ou étude en sciences sociales en vue d'accumuler la connaissance répond en général à 5 types de préoccupations. L'identification de la nature et de la spécificité du problème à résoudre. La collecte et l'organisation des informations relatives à ce problème. La description de ces informations de façon à mettre en relief leurs différences et leurs similitudes. La prédiction des relations futures en fonction de celles observées à partir des données existantes. L'identification de règles, de théories ou de conclusions générales qu'on pourrait utiliser en tout temps et en tout lieu pour expliquer des données similaires. Dans la mesure où études et recherches appliquées se confondent bien souvent, dans la pratique, nous utiliserons de façon interchangeable ces deux termes. La science économique tient une place particulière parmi les sciences sociales visées par ce manuel. Elle est la science qui permet d'étudier l'homme dans son comportement de consommation, de production et de répartition efficace des ressources rares qui l'entourent. La science économique a un objet et une méthode qui peuvent être différents de ceux des autres sciences sociales, comme l'indique la littérature de la méthodologie économique, voir par exemple Blow, Monsieur, 1992, Minga et al., 1985, Mashlup, F. 1978. Examinons quelques termes de cette définition de la science économique. La science économique est une science. La science se définit, comme nous le verrons plus tard, essentiellement par sa méthode. En cela, elle suivra la même démarche que toutes les autres sciences, en ce qu'elle essaiera de comprendre, d'expliquer ou de prédire. La science économique est une science sociale dans la mesure où elle étudie l'homme dans ses comportements de consommation, de production et de répartition, 3 sphères d'investigation essentielles de la science sociale. La spécificité de la science économique tient également à son objet portant sur l'allocation efficace des ressources rares. Les derniers développements de cette discipline montrent que l'efficacité dans l'allocation d'une ressource rare caractérise de plus en plus la science économique. L'économie du comportement humain telle qu'étudiée par Gary Becker, 1971-1975, ou l'analyse des institutions, montre que la science économique ne se distingue des études de psychologie sociale ou de la science politique que par l'accent mis sur le problème de l'allocation des ressources rares dont la société, les familles ou les individus sont dotés. Désormais, l'économiste, comme le sociologue et l'ethnologue, étudie par exemple le mariage ou l'éducation. Le premier ne se distinguant dans son approche que par le souci porté sur l'étude de l'efficacité dans l'allocation des ressources rares. 1.2. La recherche en sciences économiques et sociales et le contexte africain. Si la démarche scientifique est universelle et invariante dans le temps et dans l'espace, en revanche, les caractéristiques particulières du milieu africain noir demandent qu'une attention particulière soit accordée aux données socio-économiques qui sont susceptibles de perturber le caractère scientifique de la recherche. La connaissance du milieu africain permet également d'identifier les contraintes socio-politiques qui peuvent inhiber la conduite d'une recherche scientifique, afin de pouvoir éventuellement les lever. 1.2.1. L'approche scientifique de la connaissance en sciences économiques et sociales. On appelle sciences sociales ce corpus d'études qui a pour objet l'homme dans ses relations avec les autres, avec la nature, et pour objectif la recherche d'une réponse aux différentes questions qu'on peut se poser. Ainsi, l'étude de la morale qui ne recherche pas d'explication aux enseignements reçus, n'est généralement pas prise en compte dans ce corpus, de même la théologie, la littérature, les arts en général, ne sont pas considérés comme des sciences sociales, même si leurs objets portent sur l'œuvre humaine. S'il est relativement aisé d'exclure certaines disciplines des sciences sociales, en revanche, l'évolution continue de la connaissance de l'homme à laquelle est appliquée la méthode scientifique, rend le champ d'étude de la science sociale de plus en plus étendu. Les disciplines traditionnellement retenues dans ce groupe d'études sont la sociologie, l'ethnologie,
la science géographique, les sciences juridiques, la science politique, la démographie, l'histoire, la psychologie sociale et la science économique. Ces récentes années ont vu le développement des sciences de la communication, de l'organisation, du management, du marketing, etc. Ce qui unit toutes ces sciences sociales, c'est le souci de fournir une réponse simple à un phénomène jusqu'ici inexpliqué, au moyen d'une analyse empirique systématique des faits qui semblent être la cause du phénomène. Les philosophes de la science nous enseignent que la fonction de toute science est d'établir des règles générales qui couvrent le comportement des événements ou des objets que cette science veut étudier, pour nous permettre de relier notre connaissance à d'autres événements inconnus jusqu'ici, c'est-à-dire d'expliquer. Les formes d'explication sont de deux natures essentiellement, l'explication déductive et l'explication inductive. La première part des règles de la logique formelle pour tirer des généralisations sur des phénomènes à observer, tandis que la seconde se fonde sur l'observation de ces phénomènes pour tirer des lois possibles. Nous reviendrons plus loin sur ces deux notions. Le second objet de la science sociale, après l'explication, est la prédiction. La capacité d'une science à prédire les événements à venir en fait une de ses principales qualités. La science économique, qui s'est évertuée à prévoir les phénomènes économiques, notamment les périodes de récession et de croissance, a pu être considérée comme une des reines des sciences sociales, malgré ses échecs dans certaines de ses tentatives pour prévoir et trouver des solutions aux problèmes de bien-être des pays en développement. Enfin, un troisième objet de la science sociale est de comprendre la nature, les hommes et leurs différentes interrelations. Les méthodes d'approche pour comprendre les phénomènes ne font pas l'unanimité auprès des philosophes de la science. Certains estiment que, contrairement aux sciences naturelles, l'homme qui étudie les phénomènes sociaux doit faire partie de cette société et ne peut donc la comprendre sans que ses biais personnels ne l'influencent. D'autres, par contre, voient dans la possibilité de se détacher de l'objet d'étude et de l'analyser avec des données objectives, une nécessité de la science sociale, si elle veut être rigoureuse et se rapprocher des sciences expérimentales. Quelle que soit la science sociale, la démarche scientifique comprend l'observation de la réalité, l'examen de cette réalité à partir des règles et des méthodes connues, enfin, la généralisation des résultats obtenus à des phénomènes similaires. Toute recherche en sciences sociales, pour être considérée comme telle, doit subir les épreuves de la démarche scientifique que nous expliciterons plus loin. L'objet de ce manuel est justement de conduire méthodiquement le lecteur à travers les étapes essentielles de la démarche scientifique et celles qui pourraient être intermédiaires. 1.2.2 La spécificité du milieu de recherche africain. Le contexte socio-économique de l'Afrique noire peut constituer un handicap dans la poursuite rigoureuse de la méthode de recherche énoncée, si on ne prend garde au poids de la tradition, de l'influence de l'environnement rural qui est à la base de l'organisation politique et sociale, mais aussi du peu de moyens de recherche et, quand ils existent, de leur obsolescence. La plupart des États africains sont caractérisés par une forte proportion de personnes vivant en milieu rural ou ayant un comportement de rural. Même au sein des populations urbanisées, le poids de la tradition et des croyances ancestrales demeure redoutable pour une conduite scientifique de la recherche. Certaines traditions africaines vont développer chez beaucoup de sujets de recherche des réflexes de conservation qui ne sont pas de nature à favoriser la diffusion des informations réelles, nécessaires à la démarche scientifique. Ce sont entre autres la modestie, la méfiance vis-à-vis de l'étranger, l'antécédent colonial ou post-colonial de l'investigation en vue de l'imposition fiscale. Paradoxalement, le nouveau contexte de pluralisme politique en Afrique, loin d'ouvrir les citoyens à l'investigation scientifique, tend les enfermer sur eux-mêmes par méfiance vis-à-vis des partis politiques au pouvoir ou dans l'opposition. Les autorités administratives et politiques au pouvoir ne sont pas souvent portées vers la diffusion d'informations susceptibles d'aider à la mise en œuvre de la démarche scientifique, quand ce n'est pas un refus systématique d'une autorisation à conduire cette recherche. Nous verrons plus loin les précautions minimales qu'il faudrait adopter pour assurer la validité des données collectées dans ces conditions. En outre, nombre de chercheurs africains pouvant conduire une recherche scientifique appliquée dans le contexte africain ne disposent pas de moyens suffisants ou du temps nécessaire pour un travail approfondi. Il y a lieu dès lors
de rechercher l'efficacité qui peut être obtenue grâce à une rationalisation de la stratégie de recherche adoptée. Il est également important de connaître les principaux facteurs inhibants de cette recherche, tels que le rôle du leader d'opinion dans le village, les barrières linguistiques, avec pour corollaire le problème de fiabilité de l'interprète, les rapports du chercheur avec les enquêtés lorsqu'il vit avec ses sujets d'étude et passe beaucoup de temps parmi eux ou s'identifie à leur situation, les rapports avec les chefs traditionnels et religieux, etc. Tous ces problèmes doivent être pris en compte lorsque le chercheur élabore sa stratégie de recherche. En résumé, la recherche en sciences économiques et sociales en Afrique noire comme ailleurs est un outil puissant de développement. Elle doit être menée avec la rigueur qui caractérise toute science. Cependant, l'évolution rapide et les capacités d'adaptation des sociétés modernes africaines commandent une prise en compte particulière par la démarche scientifique. Cette approche n'est possible que si on a appris à collecter auprès des populations rurales ou urbaines africaines les données objectives qui les caractérisent dans leur milieu de vie d'aujourd'hui. 1.3. La méthodologie de la recherche en sciences économiques et sociales. La méthodologie économique, comme l'épistémologie, a connu un développement autonome qui la distingue de plus en plus de la méthode de recherche qui l'inspire. Il y a donc lieu de bien distinguer ces deux champs d'études, ce d'autant plus que la méthodologie économique a connu des développements importants, surtout depuis les années 1950. 1.3.1. La distinction entre méthodologie et méthode de la science économique et sociale. La confusion dans le langage, même de professionnels de la recherche, dans l'usage du terme méthodologie, est source d'incompréhension et de difficultés dans la conduite de la recherche. Si la méthodologie économique est évoquée dans les cours d'histoire de la pensée économique, d'introduction à l'analyse économique, ou dans certaines disciplines de réflexion économique générale sur la société, c'est souvent pour en montrer les difficultés de nature philosophique. La méthodologie économique est d'abord et avant tout une réflexion sur la méthode utilisée au cours du développement de la pensée économique pour résoudre les principaux problèmes qui se sont posés. Elle n'enseigne pas forcément l'usage de ces méthodes aux chercheurs débutants dans cette discipline ou dans les autres sciences sociales. En revanche, la méthode de recherche, qui se propose de présenter les techniques élémentaires dont on se sert pour conduire une étude ou une recherche scientifique, n'est pas traditionnellement enseignée dans les facultés francophones. Dans ces facultés, le chercheur apprend dans la vieille tradition de l'apprenti auprès d'un maître de recherche qui est censé lui dispenser non seulement sa propre expérience de recherche, mais également la somme des écueils rencontrés dans la discipline. Un tel mode d'approche de la connaissance s'apparente à l'approche dite autoritaire, considérée aujourd'hui comme non scientifique, mais qui a ses réussites comme dans les autres formes d'acquisition des connaissances. La nécessité de l'étude d'une méthode de recherche s'impose donc, parce qu'elle permet de gagner du temps et de minimiser les risques d'erreurs de transmission, surtout dans le contexte africain où peu de maîtres de recherche de haut niveau sont disponibles. Avec le développement fulgurant des méthodes de recherche en sciences économiques, certaines facultés préfèrent laisser le soin à leurs étudiants doctorants de se former aux méthodes particulières que traditionnellement leur sujet de recherche privilégie. 1.3.2. Ce qu'est la méthodologie économique. La méthodologie, nous l'avons vu, s'apparente à la philosophie de la science. Les sciences sociales en général, se réclamant de la logique, sociologie, psychologie, etc., il convient de distinguer la méthodologie de l'épistémologie. L'épistémologie est une branche de la philosophie de la science qui étudie les fondements de la connaissance. Or l'objet de la méthodologie économique, à l'examen des discussions qui vont émailler son développement, n'est pas très distinct de ces mêmes préoccupations de la méthodologie, à savoir ce sur quoi repose la connaissance économique. Minga et al., 1978, propose la définition suivante de la méthodologie économique. C'est l'étude des principes qui guident les économistes dans le choix du statut qu'ils attribuent aux propositions produites par leurs analyses, ou plus vaguement encore, du sort qu'ils leur réservent. Par statut, nous désignons aussi bien vrai ou corroboré et faux, qu'applicable en général ou dans une situation donnée,
plausible, suggestif, explicatif, testable, illustratif, commode, utile, critique, logique, heuristique, empirique, etc. Minga et al., 1978, page 142. Comme on le voit, cette définition est suffisamment générale pour couvrir les préoccupations de tous les auteurs qui cherchent à faire comprendre la démarche qu'ils ont adoptée. Au cours des récents développements, la méthodologie économique a opposé plusieurs courants de pensée sur ce qu'est la connaissance ou la manière de la construire. Deux de ces courants sont l'approche déductive et l'approche inductive. Dans le modèle déductif, l'étude de la science part de lois universelles dont on fait des inductions supplémentaires au regard des observations. Cette approche doit donc disposer de lois universelles, avoir un état des conditions initiales, prémices, explanant, et faire des propositions par rapport à l'événement, explanandum. En revanche, dans l'approche inductive, la nature constitue le champ d'observation premier du scientifique à partir de laquelle il déduit des théories. Ainsi pour cette approche, l'étude de la science repose sur l'observation des faits à partir desquels on aboutit à l'inférence inductive. De cette inférence inductive qui est une généralisation de cas particuliers observés dans le temps, on déduit des lois universelles grâce auxquelles on procède à des inductions supplémentaires. 1.4. Les principales méthodes de raisonnement et d'analyse de données en sciences sociales. La recherche appliquée, il faut le souligner, se nourrit de données empiriques à partir desquelles on tire des connaissances de préférence généralisables. L'analyse des faits en vue de leur généralisation fait appel à une méthode d'approche qui était autrefois privilégiée par les seules sciences dites exactes, la mathématique et la statistique. Cette méthode s'est diversifiée avec le temps. Le niveau de sophistication qu'elle connaît aujourd'hui en fait même un objet de recherche. Les principaux instruments utilisés sont sommairement présentés ci-après. 1.4.1. L'analyse mathématique. La mathématique, science de la logique pure, permet d'organiser les faits en sciences sociales selon un cadre logique rigoureux pour en tirer une loi. L'utilisation de la mathématique en matière de recherche se fait également au niveau de l'analyse des données et des faits collectés. Il s'agit alors de simples présentations de résultats au moyen de l'arithmétique, de rapports, de différences et de totaux. Si la formulation du cadre de raisonnement aide à ne retenir des faits que ceux qui rentrent dans un cadre logique, en revanche la recherche du cadre logique, mathématique, conduit parfois à la négligence du raisonnement intuitif et du bon sens. 1.4.2. La méthode statistique. La recherche appliquée exige souvent la collecte de données empiriques éparses. L'analyse statistique a pour objet de rendre parlant et visuel des données qui peuvent a priori ne rien révéler. Pour ce faire, la technique statistique consiste à dégager des tendances centrales et extrêmes à partir de données qui peuvent être relativement complexes. Les caractéristiques statistiques de la population, moyenne, écart type, variance, minimum, maximum, permettent de décrire de façon plus précise l'ensemble des données à présenter. Le but est de tirer des enseignements pour des populations qui ont des caractères similaires, ou de prédire des tendances futures. C'est pourquoi l'analyse statistique simple est souvent la première étape à franchir dans toute analyse économétrique. 1.4.3. La méthode économétrique. L'économétrie est la statistique appliquée à l'économie. Pour ce faire, la théorie économique constitue le guide pour le type, la valeur et les signes des paramètres à rechercher. L'interprétation des résultats obtenus se fait à la lumière de ce que le chercheur s'attend à obtenir au niveau des coefficients et des signes particuliers, compte tenu du cadre formel élaboré, du raisonnement intuitif ou de ce que suggère la théorie. 1.4.4. L'analyse coût-bénéfice. Tout choix économique réalisé engendre un coût, en rapport avec ce qu'il procure comme bénéfice ou avantage, ou avec des choix alternatifs qui auraient pu être faits. Cette préoccupation sous-tend l'analyse coût-bénéfice. Cette analyse est utile lorsqu'on veut évaluer les avantages qu'on tire d'une politique donnée, surtout dans un contexte d'allocation de ressources rares ou d'utilisation alternative de ces ressources. 1.4.5. La programmation mathématique. Élément de la mathématique,
La programmation mathématique s'est développée ces dernières années comme la science par excellence de la décision, dans l'analyse des phénomènes et des systèmes sociaux ou physiques. Généralement, la programmation linéaire ou non linéaire est utilisée pour mettre en lumière les choix alternatifs qui se présentent aux décideurs lorsque les contraintes subissent des variations. La programmation linéaire est le plus souvent utilisée en économie rurale ou dans toute autre discipline de l'économie ou des sciences sociales, qui met en relation une variable dépendante, objective, et des contraintes liées à la réalisation des objectifs qu'on se fixe. Les principaux instruments d'analyse, de traitement ou d'organisation des données d'une recherche ont eu des développements autonomes importants et constituent en eux-mêmes de nouveaux champs d'analyse. C'est le cas de l'analyse de l'équilibre général calculable, issue des analyses input-output et de la comptabilité sociale. Au cours de ces dernières années, d'autres instruments de raisonnement ou d'analyse se sont développés. Ce sont, entre autres, la matrice de comptabilité sociale, les modèles multimarchés, différents types de modèles d'équilibre général calculable et la matrice d'analyse de politique, PAM, etc. Il est difficile d'en faire un inventaire exhaustif, tant les progrès de l'informatique permettent d'inventer continuellement de nouveaux instruments. Cet ouvrage ne traitera pas des techniques d'analyse évoquées, dans la mesure où d'excellents ouvrages s'y consacrent. Cependant, il sera suggéré de temps à autre le type d'analyse que la recherche appliquée aura tendance à privilégier. 1.5. L'objet de ce manuel. L'étude de la méthodologie économique ou de la méthodologie de la science consacre souvent quelques développements à l'influence de la méthode de recherche empirique sur l'état de la discipline. Les développements de l'économétrie et de l'informatique exercent en effet un impact sur la démarche actuelle de la science économique et sociale. Il ne s'agit donc pas dans cet ouvrage de se pencher sur cette influence, mais plutôt de fournir des instruments pour apprendre les mécanismes simples que tout chercheur devrait pouvoir mettre en œuvre pour résoudre une situation problématique. Ce manuel, en un mot, se voudrait un ensemble de recettes qui peuvent apparaître simplistes aux chercheurs expérimentés, mais dont le néophyte a besoin pour faire ses premiers pas dans la conduite d'une étude ou d'une recherche, surtout dite appliquée. Il se veut pratique et recherche la simplification, au risque de sacrifier des nuances qui mériteraient d'être apportées. En faisant ce choix, nous avons probablement minimisé certaines difficultés qui émaillent le parcours de la recherche ou de la conduite d'études sur le terrain. 1.6. À qui s'adresse ce manuel ? Cet ouvrage est destiné avant tout à l'étudiant, aux jeunes chercheurs, aux chargés d'études ou aux responsables d'une administration chargée de réaliser ou d'initier des études. La discipline visée est la science économique. Cependant, l'objet de ce manuel reste utile pour les autres sciences sociales qui adoptent la même démarche, celle de la recherche scientifique. Le livre est organisé en 3 parties. La première porte sur la conception et la fondation de la recherche, la deuxième sur l'organisation et la mise en œuvre pratique de la recherche, enfin, la troisième partie aborde les problèmes de la restitution des résultats partiels et définitifs de la recherche. Dans la première partie de l'ouvrage, le deuxième chapitre passe rapidement en revue les grands développements de la méthodologie économique. Le troisième chapitre se préoccupe de la recherche scientifique comme forme privilégiée d'approche de la connaissance. Le chapitre 4 termine la première partie de l'ouvrage en présentant le processus et la fondation de la recherche en sciences économiques et sociales. La deuxième partie commence avec le chapitre 5 consacré à la méthode d'élaboration du problème de recherche et de sa formulation en objectifs et hypothèses de recherche. Le 6e chapitre présente la théorie comme base et substance de toute recherche et indique comment on peut procéder à son incorporation pratique dans le processus de la recherche. Le 7e chapitre discute des stratégies de recherche dont dispose le chercheur pour conduire une étude, compte tenu de son champ d'analyse, de ses qualifications et des moyens auxquels il peut avoir accès. Le chapitre 8 de cette deuxième partie présente succinctement les différentes méthodes pour collecter et traiter les données de recherche. La troisième partie du manuel est consacrée à la présentation concrète de différentes formes que prennent des résultats de la recherche économique et sociale. Ainsi, le chapitre 9 présente 2 formes de restitution de résultats intermédiaires de la recherche à livrer, selon le demandeur.
la proposition de recherche et les termes de référence d'une étude. Le 10e et dernier chapitre est consacré à la présentation des résultats définitifs d'une recherche. La thèse, l'article scientifique, le rapport de recherche ou l'étude du consultant, ainsi que les considérations éthiques qu'une production scientifique peut soulever. Première partie, conception et fondation de la recherche. Comme pour tout édifice, la construction de la connaissance doit reposer sur des fondations solides qui la préservent de l'épreuve du temps. Ici, comme ailleurs, l'histoire et la théorie permettent de réaliser que les bases d'une fondation solide ont été déjà jetées avec les réflexions qui ont été menées par les philosophes de la science, à travers les écrits et les manuels de méthodologie, notamment économiques. Un rappel succinct des grands points des discussions de la méthodologie est réalisé au chapitre I. Le chapitre 3 rappelle que l'approche scientifique, privilégiée aujourd'hui par la recherche, demeure une des 4 possibilités offertes à l'homme pour approcher la connaissance, pendant que subsistent toujours les approches autoritaires, mystiques et rationnelles de la connaissance. Enfin, la première partie de cet ouvrage s'achève sur le chapitre 4 qui suggère un processus possible de conduite de la recherche, et donc d'approche de la connaissance, le processus de la recherche scientifique adopté par la recherche appliquée. Chapitre 2 Elements de méthodologie de la science économique. Mots-clés: méthodologie, épistémologie, hypothético-déductif, explanant, symétrie, synthèse, explication fonctionnelle, prédiction, norme, vérificationnisme, affirmationnisme, pratique, prescription, description, induction, inféré statistiquement, monisme méthodologique, vérifiabilité, non-science, adduction, paradigme, programme de recherche scientifique, PRS dégénérescent, PRS progressif, noyau dur, ceinture de protection. Ce chapitre il survole les principaux développements de la méthodologie économique, en passant en revue quelques-unes des grandes idées développées par cette discipline. 2.1. Il s'achève sur des contributions majeures d'auteurs rencontrés souvent au cours de la conduite de la recherche appliquée. 2.2. Auparavant, une définition et l'objet de la méthodologie économique sont présentés. 2.1. 2.1. Définition et objet de la méthodologie économique. Une définition tente généralement de distinguer un objet des autres, ou de le situer à partir des fonctions auxquelles il est destiné. Lorsque les contours de cet objet ne sont pas faciles à saisir, cela rend cette définition tout aussi malaisée. Il en va ainsi pour la définition de la méthodologie. L'objet de la méthodologie est une réflexion philosophique sur une discipline scientifique. C'est pourquoi on qualifie la méthodologie en général de philosophie des sciences. Il faut faire la différence entre la philosophie et l'épistémologie, bien que cette distinction méthodologique soit quelque peu artificielle. L'épistémologie est une réflexion sur la science, alors que la méthodologie est une réflexion sur les pratiques de la méthode. Par méthodologie, il faut donc entendre généralement une réflexion et une analyse des grandes controverses qui ont fait avancer les théories scientifiques, notamment économiques, alors que l'épistémologie s'attarderait particulièrement sur les conclusions auxquelles ces théories ont permis d'aboutir. De façon générale, la méthodologie économique est, selon Mashlup, 1967, l'étude des principes qui guident tous ceux qui étudient un domaine quelconque de la connaissance, alors que pour Popper, 1978, elle porte plus sur le processus de la recherche que sur les principes sur lesquels on s'arrête un peu trop souvent. 2.2. Les principaux développements de la méthodologie. Jusqu'à la moitié du XIXe siècle, l'approche scientifique et la science pour des philosophes comme Diderot consistait en l'observation de la nature qui, en même temps qu'elle pervertit l'homme, peut aussi l'inspirer. À cette époque, l'idée reçue était que la nature devrait constituer le champ d'observation premier des scientifiques, d'où ils pourraient déduire des théories. Cette façon d'approcher la science allait être mieux formalisée et systématisée par J.S. Mill. Cependant, la formalisation la plus rigoureuse viendra de Oppenheim. C'est ce qu'on a appelé le modèle hypothético-déductif. 2.2.1. Le modèle hypothético-déductif. Dans le modèle hypothético-déductif, l'étude de la science consiste en une observation des faits à partir desquels on tire des conclusions, l'inférence inductive. De l'inférence inductive,
On établit des lois universelles dont on fait des inductions supplémentaires. Dans ce modèle, toute démarche scientifique doit respecter l'approche suivante. Établir ou disposer de lois universelles. Avoir un état des conditions initiales, prémices, explanant. Faire des propositions par rapport à l'événement, explanandum. On pourrait illustrer cette approche par l'exemple suivant. Loi universelle. Tout immigré est courageux au travail. Condition initiale, explanant. Un employeur décide d'embaucher M. Haroun Jaber, dont le patronyme suggère qu'il soit un immigré. Conclusion, explanandum. Haroun Jaber, travailleur immigré, doit être courageux au travail, donc constitue un bon choix pour le recrutement. Le modèle hypothético-déductif a reçu de nombreuses critiques liées notamment au fait que la loi universelle peut être incomplète ou erronée. Dans notre exemple, il n'a pas encore été prouvé à travers le temps et dans tous les pays que tout immigré est courageux au travail. La loi universelle dans cet exemple peut donc être erronée. Les prémices dans cet exemple peuvent également s'avérer inexactes. Ainsi, Haroun Jaber pourrait ne pas être un immigré, le patronyme seul ne suffisant pas pour établir la nationalité d'un travailleur. Dès lors, la conclusion qui en découle sera forcément erronée. 2.2.2. Les thèses de la symétrie, de la synthèse, de la norme et la pratique de l'explication et de la prédiction. La thèse de la symétrie suggère la démarche à suivre pour qu'une loi, ou qu'un principe vérifié ailleurs soit considéré comme acceptable dans un nouveau contexte. Si la loi ou le principe doit être réfuté, on doit adopter la démarche inverse de celle parcourue pour établir l'ex-loi. La thèse de la synthèse, quant à elle, pose le problème de la relation entre l'explication et la prédiction. Autrement dit, l'explication est-elle la même chose que la prédiction ? Assurément, elles ne sont pas de la même nature. En effet, il peut y avoir prédiction sans explication dans la mesure où une simple corrélation peut permettre d'esquisser une projection. En revanche, l'explication requiert des lois fondées ainsi que d'autres conditions. Elle ne débouche pas nécessairement sur la prédiction. Le problème revient ainsi à s'interroger sur les relations à établir entre la pratique et les normes en vigueur. En d'autres termes, les pratiques adoptées aujourd'hui dans un domaine suffisent-elles pour imposer des normes à appliquer de façon universelle ? Quelle est la place qu'il faut accorder à la pratique dans la conduite d'une réflexion scientifique ? En réalité, ni la pratique ni les normes ne sont de nature à imposer une ligne directrice dans la démarche scientifique. Seule la combinaison de la réflexion théorique avec la pratique est de nature à faire avancer la connaissance. Dans la prédiction, on part des conditions dans lesquelles le phénomène est vrai aujourd'hui. On peut prédire qu'avec l'existence de ces mêmes conditions dans le futur, ce phénomène existera. La prédiction est donc logiquement la suite du processus d'explication. On a également tendance à opposer la prescription à la description. On pense généralement qu'une description n'est pas de nature à permettre une prescription. En réalité, il n'y a pas d'opposition absolue à faire entre description et prescription. En effet, on peut faire une description à but prescriptif. On appelle explication fonctionnelle toute démarche qui tente à établir des liens entre la fonction, la fin, de l'objet à expliquer et l'étend à d'autres fins possibles. 2.2.3. L'inférence statistique. Inférer statistiquement, c'est partir d'un échantillon pour tirer des conclusions qui sont censées s'appliquer à la population mère. Pour faire l'inférence statistique, on prend différentes précautions afin d'assurer d'abord de la représentativité de l'échantillon par rapport aux caractéristiques essentielles de la population. Ensuite, la mathématique ou la statistique doivent pouvoir autoriser les conclusions à tirer. Toute inférence statistique pose deux types d'erreurs possibles. La première est celle qui consiste à rejeter une hypothèse alors qu'elle est exacte, erreur de type 1, du type relâcher à tort le véritable voleur. La deuxième est d'accepter une hypothèse alors qu'elle est fausse, erreur de type 2, du type condamner à mort l'innocent. Pour se garder contre ces deux types d'erreurs, on utilise l'hypothèse alternative, qui est l'hypothèse nulle. Ici on se donne une marge de confiance dans laquelle on accepte ou rejette cette hypothèse. Le seuil de significativité. L'inférence statistique permet de rejoindre l'induction, c'est-à-dire la philosophie de la science qui permet seulement d'affirmer que certaines connaissances empiriques sont acceptables. 2.2.4. Le vérificationnisme et l'infirmationnisme.
Pour les vérifications NIST, dont JS 1000-1867 est l'un des leaders, la nature devrait constituer le champ d'observation premier du scientifique à partir de laquelle il pourrait induire des théories. Ainsi pour ce courant, l'étude de la science repose sur l'observation des faits à partir desquels on aboutit à l'inférence inductive. De cette inférence inductive qui est une généralisation de cas particuliers observés dans le temps, on déduit des lois universelles grâce auxquelles on procède à des inductions supplémentaires. Aussi, les vérifications NIST définissent-ils la philosophie des sciences comme ayant pour but de reconstruire rationnellement les théories scientifiques brutes antérieures, pour les mettre en conformité avec les canons de l'expérience scientifique. Ils soutiennent en outre qu'on ne peut pas infirmer une théorie de façon décisive. La raison est qu'on ne fait en général que tester des prémices de l'hypothèse de recherche, des hypothèses particulières ou des propositions auxiliaires. Au-delà même de ces considérations, une hypothèse peut être conservée en dépit des faits contraires par simple convention. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.